Internet. Maintenant, on va reprendre. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Comme ça, on continue. Oui, très bien, merci. Alors, il y a trois phases pour lesquelles on va décrire le devenir du médicament dans l'organisme. C'est la phase biopharmaceutique qui est suivie par la phase pharmacocinétique et pharmacodynamique. Donc, les deux phases pharmacocinétique et pharmacodynamique, vous avez étudié ça en pharmacologie. Et lorsqu'on parle de l'activité thérapeutique, au fait, on parle du principe actif tout seul. Alors, comment le principe actif doit quitter la forme galénique et par quel mécanisme et comment peut franchir les barrières biologiques pour qu'il soit absorbé. Et c'est ça le sort, si vous voulez, du domaine de la biopharmacie. Alors, la biopharmacie, au fait, c'est une discipline à part entière qui est consacrée à étudier les étapes de la mise à la disposition de l'organisme des molécules actives. Comment le principe actif, alors, sera mis à la disposition de l'organisme pour qu'il puisse exercer son activité thérapeutique. En fait, c'est l'ensemble des étapes, c'est l'ensemble des événements compris entre la prise du médicament, qui est l'administration, et son absorption proprement dite, c'est-à-dire le passage dans la circulation générale. La biopharmacie, si vous voulez, c'est, comment dirais-je, une discipline qui connaît un essor important dans le domaine de la pharmacie, du fait qu'elle étudiait l'influence ou bien l'effet des différents paramètres, des différents facteurs sur le profil de la biodisponibilité du principe actif. Est-ce que toutes les formes galéniques présentes pour le même principe actif vont présenter la même biodisponibilité? Certes non. C'est-à-dire, il y a la nature de la forme pharmaceutique. Au départ, il y a la voie d'administration qui influence la biodisponibilité. Il y a la nature de la forme pharmaceutique. Dans la forme pharmaceutique, il y a les excipients qui jouent un rôle important. Il y a le procédé de fabrication du médicament lui-même. En prenant l'exemple, par exemple, des comprimés, il y a des comprimés qui sont obtenus par compression directe, d'autres sont obtenus par, par compression après granulation. Et également, il y a des facteurs physiopathologiques, donc l'activité thérapeutique peut changer d'une personne à une autre. Il y a des variabilités parfois intra-individuelles, mais également inter-individuelles. Également, dans le domaine de la biopharmacie, on s'intéresse à ajuster la vitesse de libération et de dissolution de la substance active, alors dans des conditions normales et parfois même dans des conditions pathologiques. Hein. Donc, c'est l'ajustement des cinétiques de libération, mais aussi c'est un domaine qui est lié à l'efficacité thérapeutique du médicament. Avec les études biopharmaceutiques, en fait, on peut assurer une efficacité complète avec une sécurité maximale pour éviter la fluctuation des courbes de concentration sanguine en fonction du temps. Et dans ce cas-là, on évite les pics qui peuvent engendrer des effets secondaires. Après donc cette petite introduction sur la définition de la biopharmacie et son intérêt dans le domaine thérapeutique, ce schéma alors regroupe les différentes phases qui sont déjà été soulignées lors de l'introduction, les trois phases qui décrivent le devenir d'un médicament de l'organisme. Par ordre bien sûr successif, nous avons cette phase de pharmaceutique qui nous intéresse aujourd'hui dans ce cours, où le médicament est administré sous forme galénique appropriée. Alors, comme vous voyez sur le schéma, le principe actif qui est incorporé dans la forme pharmaceutique et donc il est mélangé avec les excipients. Nous faisons appel à un procédé de fabrication approprié qui dépend de la nature de la forme. Ce principe actif, au fait, doit être libéré par un mécanisme approprié. Ce mécanisme correspond, au fait, à la destruction de la forme. Il faut que la forme, après administration, elle se détruit pour libérer ce principe actif. Ce principe actif, alors, il se trouve à l'état de molécules, de particules, pardon, solides.
Ces particules, alors, ne peuvent pas franchir les barrières biologiques pour qu'ils soient absorbés, alors il faut attendre sa dissolution. Il doit passer en solution, il doit passer à l'état moléculaire. C'est le passage de l'état particulaire à l'état moléculaire. Alors, deux étapes essentielles dans la phase biopharmaceutique, c'est la libération et la dissolution. Une fois le principe actif est dissous dans le milieu biologique environnant, il va franchir les membranes biologiques, c'est le phénomène d'absorption. Ce phénomène d'absorption, si vous voulez, c'est une étape commune, elle est partagée entre la phase biopharmaceutique et la phase pharmacocinétique. Par la suite, une fois le principe actif est seul dans le sang, il sera distribué, il sera métabolisé, éliminé, mais surtout, le plus important, c'est qu'il doit atteindre son récepteur spécifique pour donner ce qu'on appelle une réponse thérapeutique. Alors, c'est la phase pharmacodynamique. Nous intéressons particulièrement à cette phase biopharmaceutique. On va essayer de la détailler sous forme de schéma. Alors, on peut désigner la phase biopharmaceutique par le système LDA. L correspond à la libération, D à la dissolution et A à l'absorption. Et la phase pharmacocinétique, peut être désignée par le système ADME, absorption, distribution, métabolisme et élimination. Alors, revenons à cette phase biopharmaceutique. Le malade alors va prendre une forme galénique. Cette forme galénique, alors, elle est constituée de la substance active, des excipients spécifiques, mais également nous faisons intervenir une technologie. C'est quoi une technologie? C'est-à-dire c'est le procédé de fabrication. Le médicament, il est avalé si on prend une voie orale avec un verre d'eau. Donc, il faut que la forme galénique se détruise. C'est le phénomène de désagrégation pour les formes orales solides pour pouvoir libérer le principe actif. Le principe actif, alors, va se trouver à l'état de particules solides dispersées dans le liquide biologique environnant. Mais une fois libérée, c'est une étape insuffisante. Il faut qu'elle soit poursuivie par l'étape de dissolution. Il faut qu'il soit dissous dans le liquide biologique pour passer à l'état moléculaire. Donc, on passe de l'état de dispersion solide à dispersion moléculaire. Et à ce moment-là, il peut atteindre le sang. Il peut atteindre le sang par le phénomène d'absorption, c'est le passage transmembranaire. Alors, cette phase d'absorption qui, bien sûr, va décrire, si vous voulez, la biodisponibilité, elle est influencée par deux étapes préliminaires, la libération et la dissolution. Alors, la libération du principe actif en dehors de la forme d'administration, si vous voulez, donc dépend de la voie d'administration. Dans ce cours, on a pris deux exemples, la voie orale et la voie rectale, mais il y a d'autres voies, donc la voie vasculaire, intravéneuse, parentérale, etc. L'essentiel que la libération, elle dépend de la voie d'administration en cause, elle dépend de la nature de la forme pharmaceutique, et beaucoup plus, la libération, elle concerne les voies extravasculaires. Dans la voie intraveineuse, on injecte directement le médicament dans le sang. Est-ce qu'il y a un phénomène de libération? Non. Est-ce qu'il y a un phénomène de dissolution? Non. Le principe actif est 100% disponible. C'est pour ça qu'on dit que la voie intraveineuse, elle assure une biodisponibilité de 100%. Mais pour les autres voies extravasculaires, il faut que le principe actif soit libéré à une vitesse convenable, bien sûr, correspondant à la destruction de la forme galénique. Et nous avons pris deux exemples, dont nous allons les voir, la voie orale et la voie rectale. Également, le phénomène de libération n'est pas un phénomène simple, mais il est plus ou moins complexe et peut être plus ou moins rapide. Le plus important, il faut que la libération soit complète et totale. Toute la dose incorporée dans la forme pharmaceutique, il faut qu'elle soit libérée entièrement. Si vous incorporez 500 mg du médicament dans le comprimé, il faut qu'elle soit libérée 500 mg. D'accord? Alors, on peut chercher, donc, nous avons trois types de libération. Il y a la libération conventionnelle, qui n'est pas soulignée. La libération conventionnelle,
classique, d'accord? Nous avons la libération rapide, c'est une libération plus rapide que la conventionnelle. C'est le cas des solutions, des formes à libération accélérée. Et parfois, on cherche contrairement à accélérer la libération, mais à la ralentir, telles que les formes à libération prolongée, cours normalement qui a été dispensé, qui sera dispensé par Dr Abdeswad. Donc la libération, elle s'effectue une vitesse. Mais la vitesse, il faut la connaître. Il faut que cette vitesse soit favorable à l'activité thérapeutique. Également, ce phénomène de libération, il dépend de la voix, il dépend de la forme elle-même, mais également, il dépend de l'influence du milieu biologique de l'administration. Il dépend des conditions mécaniques. Par exemple, dans le tube digestif, la libération, bien la destruction de la forme pharmaceutique. Vous m'entendez mal? Et maintenant, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, donc excellent. On continue. Il y a également le milieu biologique. Par exemple, nous avons la destruction de la forme galénique lors de l'administration orale. Elle est influencée par le péristaltisme gastro-intestinal, par la vidange gastrique qui correspond au passage de la forme galénique ou bien du principe actif de l'estomac vers l'intestin. Toutes ces variables sont à prendre en charge, en considération lors du développement d'un médicament. Alors, la libération, je répète, elle dépend du principe actif, des excipients qui l'accompagnent, dépend en amont de la voie d'administration, de la nature de la forme galénique. Elle dépend également du procédé de fabrication, mais n'oubliez pas, elle dépend de l'individu lui-même. Elle dépend des paramètres physiopathologiques. Je continue. Cette étape de libération, en fait, elle est indispensable pour les voies extravasculaires, qui correspond, et je le répète, à la destruction de la forme galénique, mais elle est insuffisante pour assurer une biodisponibilité. Il faut que le principe actif soit dissous. Il faut qu'il passe de la dispersion particulière, solide, à la dispersion moléculaire, à l'état de solution. Condition obligatoire, nécessaire pour pouvoir franchir les barrières biologiques pour se trouver dans la circulation générale qui le sent. En fait, le phénomène de dissolution. L'opération de dissolution, vous avez vu ça au premier trimestre, elle dépend des propriétés, des caractéristiques physico-chimiques du principe actif. Sa nature, est-ce que c'est un acide faible, c'est une base faible, de la valeur du pKa, vous avez vu ça en chimie, et cette valeur du pKa, donc, elle conditionne le rapport entre la forme ionisée et la forme non ionisée. Elle dépend de sa solubilité en fonction du pH, dans des pH acides, des pH proches de la neutralité. C'est en fonction du site du milieu d'absorption. Également, il faut, voilà, j'ai dit, et ça c'est important à le souligner, à le rappeler. Alors, la plupart des médicaments sont des acides et des bases faibles. Ils sont caractérisés par une constante pKa, alors qui va influencer le degré d'ionisation. Vous avez donc l'équation, bien la loi d'Anderson-Hasselbalch pour, et ce qui nous intéresse, que vous avez vu ça, c'est la forme non ionisée qui est liposoluble, qui peut être absorbée. Alors, plus que nous avons une forme non ionisée, plus l'absorption, elle est intéressante. Elle est donc cette formule d'Anderson-Hasselbalch, elle met la relation entre le pH du milieu dans lequel se trouve le principe actif, qui peut être un pH acide, légèrement acide, proche de la neutralité, et vous avez la valeur du pKa qui est caractéristique de la structure chimique du principe actif. Depuis longtemps, alors, on a lié la biodisponibilité au phénomène de solubilité et de dissolution. Soi-disant, si le principe actif se dissout, l'absorption sera bonne, donc la biodisponibilité elle est bonne. Si le principe actif se dissout mal, ou bien partiellement, on aura une biodisponibilité parfois même insuffisante. Mais ce paramètre tout court, tout seul, ne permet pas d'expliquer tout le phénomène de la biodisponibilité et on va le voir tout de suite. On ne peut pas juger simplement la molécule
sa biodisponibilité avec un seul paramètre pris tout seul, c'est la dissolution. La dissolution est un facteur important qui influence la biodisponibilité, mais pas tout seul. On va le voir tout de suite parce que depuis l'année 95, 1995, il y a d'autres notions qui ont complété la dissolution. Ça, c'est vous expliquer pour les slides que l'ionisation, elle dépend du pKa, du pH environnement, de l'environnement, du milieu biologique. Alors, le principe actif, il est libéré, il est dissous dans le milieu biologique, il faut qu'il soit absorbé, il faut qu'il doit franchir les barrières biologiques pour se trouver dans le sang. C'est très bien. Alors, c'est la notion de biodisponibilité, je pense que ça a été très bien détaillé en pharmacologie. Alors, la biodisponibilité, il y a deux facteurs. Quelle est la quantité du principe actif absorbé, mais à quelle vitesse? C'est important, il faut que cette vitesse soit suffisante pour assurer que les concentrations se trouvent dans la zone d'efficacité. Ça va influencer le Cmax. Alors, cette biodisponibilité, elle dépend de la voie d'administration. Alors, les voies extravasculaires ne permettent pas de donner une biodisponibilité absolue. Elle dépend de la forme galénique. Est-ce que un principe actif que se présente sous forme de solution et se présente sous forme de comprimé présente la même biodisponibilité? Certainement non, hein, d'accord. La nature du médicament et ses propriétés de dissolution, c'est-à-dire le principe actif qui est important, ses propriétés, ses caractéristiques physico-chimiques, mais également le site d'absorption. Alors, tout ça, ça a été étudié, je réitère, en pharmacologie d'une façon très importante. Et on revient alors à notre propos, lorsque j'ai dit la dissolution et la solubilité toute seule ne permet pas d'expliquer la biodisponibilité. Alors, en 1995, le FDA, c'est le Food and Drug Administration, c'est l'autorité réglementaire du médicament aux États-Unis. Donc, chaque pays a une autorité réglementaire qui contrôle les médicaments et qui enregistre les médicaments par les industriels des médicaments. Et chez nous, par exemple, on parle de l'agence du médicament. En Europe, on parle de l'agence européenne du médicament. En France, l'agence du médicament. Aux États-Unis, alors, FDA. Le FDA a adopté un concept, c'est que la biodisponibilité, elle dépend non seulement de la libération, non seulement de la dissolution, mais également de la perméabilité. Donc, elle a pris en considération la perméabilité et alors elle a décrit le système BCS, Biopharmaceutical Classification System. Cette notion, elle est très importante pour les principes actifs administrés par voie orale. Pour les principes actifs administrés par voie orale, elle tient compte, je le répète, non seulement de la libération et la dissolution du principe actif tout au long du tractus gastro-intestinal, mais également de la perméabilité du principe actif à travers les membranes du tube digestif pour atteindre la circulation générale qui est le sang. Alors, le système BCS classe les médicaments en 4 classes, la classe 1, la classe 2, la classe 3 et la classe 4, en fonction de 2 paramètres, la solubilité et la perméabilité. Alors, en abscisse, nous avons la perméabilité. Ça, lorsqu'elle est faible, ça, elle est forte. La solubilité sur les axes désordonnés, faible et forte. Alors, la classe 1 qui nous intéresse, parce que c'est la classe qui ne va pas poser de problème de biodisponibilité. Ce sont les substances actives qui sont caractérisées par une forte solubilité et une forte perméabilité.